Ce qui m'a amené à Nokia pendant un temps que j'ai gardé aussi court que possible. Est-ce qu'ils sont aussi difficiles qu'on dit les gens de Nokia? Je ne pense pas que Nokia soit particulièrement difficile en soi. Je pense que le principal problème de Nokia que j'ai eu à l'époque où j'étais chez Nokia était un certain égo national. Je pense vraiment que la psyché des Finlandais a été dans une grande mesure créée par la manière dont ils ont résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il y a une tendance à voir tous les problèmes en Finlande un petit peu à travers ce modèle-là, qui est que l'obstination, au bout du compte, est la manière de résoudre tous les problèmes. Sisu. Exactement. Et le caractère finlandais. Ouais. Mais ça amène à des illusions également, où je pense que Nokia n'a jamais cru fondamentalement que ni Android ni iPhone ne représentaient un danger pour eux. Je me souviens clairement d'avoir des discussions chez Nokia où je disais iPhone c'est quand même pas mal. Et puis le commentaire chez Nokia c'est non, ils ne font qu'un seul téléphone. Ils ne savent pas comment faire une compétition dans le marché du mobile. J'avais beau essayer de dire c'est peut-être ça l'avantage, le fait qu'il n'y ait qu'un seul téléphone. Il y avait une réjection de masse, je dirais, de ce qui venait de la vallée. Je pense qu'il y a également un autre aspect culturel qui est que la culture finlandaise est relativement effacée, alors que la culture de la vallée a tendance à être quelque chose où les individus sont beaucoup plus visibles. Je pense qu'il y avait un conflit culturel quant à la manière de travailler. Oui, ils avaient aussi un patron, les Piquet, qui se vantait d'être comptable et avocat. Ce qui, pour une société de technologie... Non, mais je suis un comptable chez Yahoo récemment. Oui, c'est arrangé. Mais pour moi, je pense que il y a eu quelques événements chez Nokia qui m'ont dit que c'était probablement pas l'endroit où je voulais terminer ma carrière. Un des exemples, parce que quand on a rejoint Nokia, j'ai demandé la question, est-ce qu'on avait le prototype d'écran multi-touch qu'on pourrait utiliser pour tester le framework? C'était l'être fondamental. Et on m'a dit, non, on n'a pas de prototype avec écran multi-touch. Et l'iPhone était déjà sur le marché. C'était un petit peu décourageant de voir que ça n'avait pas encore évolué. De l'autre côté, une fois de plus, je pense que le plan était pas mal. Où Symbian avait une très bonne présence sur le marché, où Qt était vraiment ce mécanisme qui permettait de continuer avec Symbian comme plateforme, mais d'être capable de prendre tous ces développeurs et de les mettre sur une plateforme moderne. Il y a la théorie et puis il y a l'exécution. Et maintenant qu'est-ce que tu penses de leur avenir? Je pense qu'ils rebondissent. J'ai un petit peu regardé ce qu'ils font. Clairement, c'est plus Microsoft que Nokia aujourd'hui, mais je pense que leurs produits sont... il y a du bon goût qui est bien dans le produit, je pense que c'est différencié. Je pense qu'ils ont un modèle qui est plus intéressant que le pur modèle applicatif. Je comprends que l'idée d'avoir des applications sur un téléphone cellulaire est le modèle qui marche dedans, mais je pense que Nokia Microsoft ont un modèle qui est intéressant de permettre de faire des pivots autour des données. C'est une expérience qui n'est pas une expérience pure web, donc il y a tout ce conflit entre est-ce qu'on doit tout faire avec la web, est-ce qu'on doit tout faire avec du natif. Je pense qu'ils ont un modèle qui n'est pas hybride dans le sens de mélange de technologies, mais hybride dans le sens de cacher la limite entre différentes applications. Et je pense que c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont réussir avec ça? C'est un autre problème. C'est complètement un autre problème. Donc de là, tu es allé chez Myriad. Oui. Comment est-ce qu'ils t'ont recruté? Myriad, j'ai été recruté par quelqu'un qui s'appelle Simon Wilkinson, qui est de Manchester. Un entrepreneur remarquable. C'est un entrepreneur avec qui on travaille et qui a tendance à trouver la manière de réussir dans ce qu'il fait. Je veux dire, ce talent et cette ténacité qui prend en particulier les Anglais de Manchester. Et ce que Myriad a fait était de prendre toutes une série de compagnies dans le marché du mobile, que ce soit Esmertech, que ce soit Sagem, que ce soit différentes petites compagnies de technologie, et d'essayer d'en faire une masse critique qui soit capable de prendre toutes ces compagnies qui font du software pour les téléphones de bas de gamme, et en gros avoir une masse critique vis-à-vis de ce marché. Une autre chose que la société a fait est racheter la partie client d'OpenWave. Donc il y avait une
une certaine symétrie de ce point de vue-là, étant donné que tout le travail qui avait été fait au début des années 2000 a été racheté par Myriad. Je ne peux pas dire que tu le comprenais bien. Et que je comprenais bien. D'un autre côté, c'est évident une fois de plus que cette vague, que ce soit l'iPhone ou que ce soit Android, a diminué le rôle des téléphones de bas de gamme relativement rapidement. Donc c'était l'expérience où j'ai essayé de remettre les pièces ensemble. On arrivait à certains produits qui étaient intéressants. Par exemple, quelque chose qu'on a fait, un produit qui s'appelle Alien Dalvik, en référence à Android, qui donne la possibilité de faire tourner des applications Android sur des téléphones non Android. Donc jouer sur cette dynamique où tous les fabricants ne sont pas spécialement excités à l'idée de donner complètement le contrôle de leur technologie à Google. Et c'est quelque chose qui continue. Je regarde le marché de la télévision, je regarde le marché de consumer electronics, c'est un produit qui continue à évoluer, qui est utilisé sur des devices pas bien. Est-ce que c'est la technologie que BlackBerry et RIM utilisent pour les émulations Android dans leur téléphone? Non, ils ont refait leur propre machin. Mais pour la petite histoire, l'idée de base était de fournir ça à Nokia. C'est un argument que j'ai essayé d'utiliser avec Nokia. Une fois de plus, je pense, aurait été intéressant, qui était que quand Nokia était pas au sommet, mais haut dans sa position, il y avait une possibilité pour Nokia de devenir le plus gros vendeur de téléphones qui utilisent l'API Android sans suivre Android. Il y avait cette possibilité de faire un forking et en gros de prendre cette technologie et puis de faire quelque chose de la Microsoft. Donc, où Nokia, par son ampleur, serait capable de rajouter tellement d'API qu'au bout du compte, Google serait dans une poursuite pour maintenir la compatibilité. C'était mon plan secret. C'est une très bonne idée. Et ils n'ont pas suivi. Et ils n'ont pas suivi avec ça. Non. Alain rigole. Alain faisait partie de toute cette réunion également. Je peux confirmer tout ce que tu as dit d'ailleurs. Alors dis-moi, donc Myriad, tu es resté un certain temps. Ça fait quoi ça, un certain temps? Je compte 2 ans. Et de là, tu t'es retrouvé chez Facebook. Oui, et c'était peut-être... Il y a quelques anciens de vie, comme Pierre. Que j'ai amené chez Facebook d'ailleurs, que j'ai engagé. Jusqu'à présent. Il n'y a personne de Facebook ici. Oui, Facebook était un petit peu une crise existentielle. C'est toujours dangereux quand on commence par la technologie de passer de plus en plus de temps à faire des slides PowerPoint, ou à passer son temps dans des avions, ou à être en face de clients en train de raconter des histoires. Il y avait un petit peu ce doute interne. Chez Myriad. Chez Myriad, mais même chez Trolltech, dans une certaine mesure les dernières années chez Ocono. Donc il y avait une période de probablement 8 ou 9 ans où j'ai fait très peu de code. Et c'est dangereux, parce que je pense que c'est comme ça qu'on finit par être un CTO qui raconte des histoires et que les histoires sont totalement déconnectées avec la réalité de la technologie. Donc, encouragé par un ami qui a mis en doute mes capacités d'écrire du code, je me suis décidé à... Bon, quel serait le job le plus difficile que je puisse prendre? J'ai regardé 2 choses. Un des choix était Google. Ils ont des projets intéressants qui ne sont pas liés à la recherche. L'autre aspect était Facebook. Et au bout du compte, j'ai choisi Facebook, principalement parce que ça m'avait l'air d'être l'endroit le plus inconfortable que je puisse imaginer. Et c'est quelque chose de sain de temps en temps de se retrouver dans un environnement inconfortable. Également parce que je voulais vraiment comprendre la manière dont Facebook pense social, vraiment voir ce qui est derrière cette vue d'un social network et sa valeur d'un point de vue compagnie ou d'un point de vue humanité. Donc j'ai pris ce job chez Facebook et ce fut une expérience qui a été un challenge au départ, parce que quand on arrive chez Facebook, en gros on a une demi-journée d'orientation. On reçoit un laptop, on reçoit un compte Unix, et puis on t'assigne des bugs. Et on te dit, va corriger les bugs. Et la première chose que j'ai fait, c'était m'asseoir et puis regarder quelle est la taille de la base de code. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais je pense qu'il y avait 19 millions de lignes de PHP.
avec très peu de documentation, et des bugs qui sont distribués dans toute cette infrastructure. Je n'ai pas vraiment écrit de code pendant 7 ou 8 ans. Donc, real men don't comment. Absolument. Donc ils appellent ça bootcamp, où en gros on se motive les uns les autres entre les niveaux à Facebook, mais de notre côté ça marche très bien. C'est quelque chose qui m'a vraiment forcé à retourner dans un mode qui était un mode programmation et penser à la programmation. Donc ce fut un petit peu plus difficile que ce que je pensais. On pense toujours qu'on peut courir 5 km sans problème jusqu'au moment où on essaie réellement de courir 5 km et on réalise que c'est quand même très loin. Donc il y a eu un petit peu un choc face à la réalité de me retrouver avec du code comme responsabilité principale. Tu veux dire sur quoi tu as travaillé? Non, pas vraiment. Même maintenant, ce qui est pour moi une réponse suffisante pour déduire. J'ai passé pas mal de temps à écrire sur Android. Donc c'était plus du côté client interface utilisateur. Et donc c'est toi qui est responsable de l'erreur de Facebook sur les applications HTML5 contre les applications natives. C'est un problème qui est vraiment intéressant. Hein. Je pense que non, c'est réellement intéressant parce que c'est le monstre du Loch Ness du mobile. Où périodiquement il y a cette discussion sur est-ce qu'on va tout faire avec du markup, est-ce qu'on va tout faire avec du HTML5, est-ce qu'on va faire un modèle hybride où on est capable d'appeler des fonctions natives depuis HTML5. C'est quelque chose qui est récurrent. Tu vois Gecko, tu vois pas mal de projets qui tous les ans essaient de remettre cette histoire à jour. Ce qui se passe aujourd'hui dans le marché du mobile est très simple. C'est que la complexité pour écrire les applications n'a aucune importance. Donc si on veut écrire les applications en Lisp et en assembleur, on ferait en Lisp et en assembleur. Parce que la valeur de ces applications est telle que rajouter 5 ingénieurs en 6 mois pour réussir à faire quelque chose correctement ne représente absolument rien pour ces compagnies. C'est uniquement une question, quelle est l'expérience utilisateur. Tout le reste est absolument en détail. Donc être capable de dire, mais si tu utilises hybride et que tu peux faire une partie de ton interface en HTML5 et en JavaScript, c'est tellement beau et élégant, ça n'a absolument aucune importance. L'autre aspect, c'est que j'ai quand même vu dans ma carrière pas mal de projets qui ont essayé d'utiliser JavaScript et HTML pour faire des interfaces complexes. Et il y a un phénomène qui se produit chaque fois. C'est qu'après 3 semaines, les progrès sont absolument remarquables, l'application marche presque correctement, et après 6 mois, c'est la même chose. Donc il y a un mur dans le test qui peut être exprimé avec un browser, qui peut être exprimé avec JavaScript, qui n'a pas encore été surmonté. Donc tu étais chez Facebook dans une situation inconfortablement intéressante, etc. Ça a duré quoi, 2 ans? 1 an et demi. 1 an et demi. Je pense que c'est un mélange. Ça va de plus en plus vite là. Ça va de plus en plus vite, ouais, non. C'est des missions qui a aujourd'hui, non, je pense qu'il y a un aspect culturel. Quand je regarde différentes compagnies dans la vallée, au bout du compte, c'est un mécanisme d'optimisation. Je pense que quand on regarde l'essence d'une compagnie, on voit différents algorithmes d'optimisation qui sont utilisés pour créer l'innovation au point de la compagnie efficace. On prend par exemple l'exemple de Google. Ma vue de Google, c'est que Google, c'est des petri dish, c'est des petites boîtes de plastique dans lesquelles tu mets de l'agar pour faire grandir des bactéries. Il y a des bactéries qui sont saupoudrées autour de tout ça, il y a des colonies qui grandissent, et puis périodiquement il y a Sergey ou Larry qui viennent, qui disent cette colonie elle est petite, on va l'enlever, on va prendre cette colonie qui est relativement grande, on va la mettre dans sa boîte elle-même pour qu'elle puisse grandir. C'est un modèle extrêmement darwiniste, organique de croissance. Alors Apple, c'était, je ne sais pas, peut-être une version évoluée de créationnisme ou de intelligent design, où on laisse le hasard faire évoluer un petit peu les choses, mais il y a un dieu qui est capable de dire ça a l'air d'être la bonne direction, faisons de la lumière et faisons des océans, etc. Donc c'est un petit peu la vie. Facebook, et ça rendra peut-être des gens mécontents, mais je continue à avoir l'impression que c'est un petit peu un greedy optimizer, donc un optimisateur qui a tendance à regarder quel est le gain à court terme qui peut être fait en faisant des changements minimums à l'expérience. Ce qui continue à me donner le déconfort de la société qui
termine dans un maximum local. Donc il y a la question, est-ce que il est vraiment possible de faire des innovations fondamentales dans ce genre d'environnement où en gros les objectifs ont tendance à être à très court terme. Et j'ai un petit peu trouvé ça, bon, il y a probablement des aspects qui sont liés à ma personne également, mais j'ai trouvé qu'il était difficile de faire des innovations à moyen terme. Quand je dis moyen terme, je parle de 6 mois dans le contexte d'une société comme Facebook. Et c'est de l'incrémental avec des temps de cycle assez courts, c'est ça que tu veux dire? C'est du tweaking. Ce sont des cycles extrêmement courts. Il y a des projets qui ont vraiment dans l'infrastructure des horizons plus longs. Mais je dirais que le travail du point de vue interface utilisateur, fonctionnalité, a un cycle c'est quand même une bonne mesure. Et c'est quelque chose qui me fait. Est-ce que tu peux... Non, il n'y a pas de réponse, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de leur architecture, de leur infrastructure physique de serveur? Moi, je pense que c'est... Ils en parlent en disant qu'ils font quelque chose d'assez open source, en hardware, assez moderne. Je ne peux pas parler particulièrement de ce qui est open source, de ce qui n'est pas. Mon impression, et j'ai jamais plongé profondément dans l'architecture de données, mais je pense que c'est un modèle qui est très propre. Je pense que la performance et l'optimisation qui est faite a tendance à couvrir tous les niveaux de la chaîne. Donc, que ce soit design hardware, que ce soit software, kernel, etc. C'est vraiment quelque chose. Il y a une bataille évidente aujourd'hui. Si on est Google, si on est Yahoo, si on est Facebook, en gros, combien de watts d'énergie faut-il de manière à créer un certain degré de plaisir chez l'utilisateur? Et c'est la bataille. Donc, en gros, que ce soit d'un point de vue design CPU, design architecture, design réseau, etc., toutes ces sociétés se battent pour avoir l'infrastructure qui soit la plus efficace. Et c'est évident que pour arriver à un certain niveau d'optimisation, il n'est pas possible de travailler purement avec des composants standards. C'est quelque chose où il y a une optimisation qui doit être faite à travers l'ensemble du stack technologique. C'est quelque chose où et Google et Facebook peuvent faire un travail extraordinaire. Et la consommation d'électricité est vraiment un des problèmes intéressants. Donc au bout d'un an et demi, est-ce que tu te fatigues de la question? Je suis pas là pour sérieusement, tu connais. Est-ce que... Reprenons. Et donc, est-ce que tu es fatigué de Facebook ou est-ce que tu as été approché par Yahoo? Comment ça s'est passé? J'ai été approché par Yahoo. Je ne suis pas tout à fait sûr à travers quel chemin. J'ai des idées de la manière dont les références ont été vérifiées par d'autres personnes en commun qui avaient quitté Facebook dans l'année précédente. Le mécanisme standard. Je pense que pour moi, c'était principalement la redondance du travail chez Facebook qui devenait un petit peu pénible. Je pense également que... Tu t'amusais pas? Je ne m'amusais pas tellement. La diversité de produits également. Je pense que Facebook a tendance à tout voir à travers l'aspect social graph. Et c'est quelque chose qui est intéressant jusqu'à un certain point. Je pense que, et c'est la bataille qui est intéressante avec Yahoo, je pense qu'il y a une autre manière de trouver du contenu intéressant pour des individus qu'un pur modèle social. Je pense que le modèle social marche jusqu'à un certain point, mais si je regarde, je ne sais pas, les amis de ma mère, leurs commentaires en général ne sont pas tellement intéressants. Je pense qu'il y a une bataille qui va au-delà du simple modèle de recherche, au-delà d'un modèle qui est purement social pour trouver du contenu qui est intéressant. Et je pense que Yahoo, en regardant Yahoo, est une société qui, par le nombre d'utilisateurs, par la diversité de ses applications, est dans une position tellement intéressante pour combiner ces éléments. Et c'est la bataille qui m'intéresse. Qui n'a ni Google ni Facebook. Ni Google ni Facebook. Le business de Facebook, c'est du graphe social, donc je veux aussi dire que c'est la publicité. C'est évident que l'électricité continue à être payée sur la publicité. Chez Google, Hein? c'est la même chose. Et je pense que c'est pas pour Chez tout le monde. Yahoo aussi. Et je pense que le problème de la publicité, spécialement dans le mobile,
Et qu'est-ce qui est là? Il y a la publicité bête et méchante, où on démarre l'application, on a un logo Coca-Cola qui apparaît, c'est ce que j'appellerais la publicité bête et méchante. Je pense que le challenge aujourd'hui, surtout sur les devices mobiles, est de présenter des choses intéressantes à les utilisateurs qui n'apparaissent pas comme de la publicité, ou de la publicité qui soit réellement utile pour l'utilisateur. Je prends l'exemple des télescopes, j'aime beaucoup les publicités pour tout ce qui est télescope. C'est quelque chose pour lequel je paye pour acheter des magazines qui est couvert de publicité pour le Il y a une époque où on achetait Byte Magazine pour les ma classe d'âge, qui était un magazine qui à l'époque était comme ça. Et les articles, bon, ça va. C'est la publicité. Mais regardez la publicité, les cartes son, la nouvelle souris, le machin, c'est vraiment la pornographie. Et donc je pense que la bataille suivante n'est pas vraiment la bataille de comment fournir autant d'informations que possible à l'utilisateur. C'est un problème qui a été résolu. Personne n'a de problème pour trouver du contenu ou des choses à lire. Le réseau social, je pense que ça atteint une certaine limite, une fois de plus, parce qu'avec une certaine distance, les personnes que tu rencontres ne sont pas spécialement intéressantes de ton point de vue. Donc il y a un problème fondamental qui est de comment filtrer ce qui est réellement intéressant pour les personnes. Et je pense qu'au-delà de la recherche, du réseau social, le problème fondamental aujourd'hui est de comment être capable de trouver ce qui est réellement intéressant pour Jean-Louis ou réellement intéressant pour moi. Et c'est un problème qui est difficile et qui va au-delà de savoir si la personne aime les voitures ou aime le tennis. Donc je pense qu'il y a un modèle qui est vraiment complexe qui doit être fait. Et c'est quelque chose de compliqué parce qu'il y a l'aspect de confiance entre la personne qui fait le filtrage, il y a la question de précision, il y a beaucoup de variables intéressantes qui n'ont pas été explorées. Je suis complètement d'accord. Je suis pas un fan, je respecte Facebook, mais je ne suis pas un fan. Et je préfère avoir une relation de confiance avec des fournisseurs, des blogueurs qui sont intéressants, des gens sur Twitter qui sont intéressants, c'est avec des gens intéressants avec qui finalement je finis par établir une relation, un contrat non écrit. Mais un contrat quand même, parce que là, à cette source-là, je sais que je vais trouver des choses. Et c'est là où l'astronomie, par exemple, rejoint. Trois de mes meilleurs amis en Californie sont des gens que j'ai connus sur Yahoo Groups. Pourquoi? Parce que Yahoo Groups est tellement spécifique dans les intérêts que je peux trouver des gens qui sont intéressés dans la photométrie au vitesse, par exemple. Quelque chose qui est impossible de faire à travers Google ou impossible de faire à travers Facebook, parce que ce sont des aspects qui sont tellement verticaux. Donc pour moi, voyant que Yahoo est dans une phase de renouveau, manifestement, tu vas poser des questions là-dessus, mais en même temps, c'est une compagnie qui est assise sur tellement de connaissances extrêmement précises sur des individus, plus un historique sur ces personnes qui est énorme, qu'il y a quelque chose à combiner. Que vraiment, Yahoo peut devenir cette compagnie qui est capable de fournir toutes les choses, ces informations qui sont tellement intéressantes. Et mobile est un des moteurs que j'utilise pour faire ça. Oui, évidemment, ils ne t'ont pas embauché pour faire une version du portail. Ça date, parce que je passe pas mal de temps sur des aspects qui ne sont pas liés au mobile. Parce que clairement, quand je regarde Yahoo, c'est une société où le modèle était centré autour du portail ou d'applications web. Si on veut faire des applications mobiles, revenant sur le point que personne n'est intéressé quant à la difficulté pour les applications, il y a pas mal d'aspects liés à l'infrastructure, liés au data mining, liés au profiling, etc., qui doivent être adaptés pour le mobile. Donc je passe pour moi la moitié de mon temps sur des problèmes qui ne sont pas directement liés au mobile, mais qui sont liés à l'évolution de l'infrastructure en général chez Yahoo. C'est quelque chose de neuf pour moi. Tout ce qui est big data, etc., est quelque chose que je n'ai jamais vraiment exploré en détail, donc c'est quelque chose qui est réellement chez Facebook. Même chez Facebook. Facebook était vraiment dans ce que je faisais plus du côté client applicatif. Donc tu vas rester pour 2 ans. Jusqu'à présent. Non, je dois dire également que... Qui est-ce qui signe ta revue de performance? Je travaille pour quelqu'un qui s'appelle Adam Kahan, qui travaille pour Marisa, qui est une personne qui a fait une société qui s'appelle Into Now, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui va signer mon review, et qui est une personne qui a... Est-ce qu'il a un sens de l'humour?
il a un certain sens de l'humour. C'est une personne qui apparemment a passé 2 ans comme reporter pour National Geographic, vivant avec des pygmées en Afrique centrale. Donc il a un certain sens de l'humour. Il parle français. Peut-être un candidat pour le futur. Mais qui a cette obsession vis-à-vis de la qualité de l'expérience utilisateur. Ce qui, une fois plus, est un des aspects essentiels pour réussir à faire de l'anthropologie. Il est arrivé après ou avant Marissa? Il est arrivé avant Marissa. Johnny arrive aussi, Steve Jobs. Exactement. C'est pas forcément un défaut. Qu'est-ce que tu penses, on en a parlé avant, qu'est-ce que tu penses du fait que Marissa ait dit allez, voilà, ça va aller. Elle n'a jamais dit ça. Allez, c'est fini le travail de working from home, c'est terminé. Bon, il y a l'aspect médiatique, évidemment, où les gens aiment bien créer des drames et trouver quelque chose. C'était une semaine qui était relativement calme d'un point de vue presse, donc c'était un bon sujet. D'un autre côté, je pense que si on regarde les sociétés qui ont réussi dans le marché de la technologie, il y a quelques points communs. Un point commun, c'est qu'il faut qu'il y ait un fanatique obsédé qui dirige l'opération. C'est quelque chose qui a l'air d'être absolument indispensable. L'autre aspect indispensable, à mon avis, c'est la localité des ingénieurs et des designers et de l'équipe. Je pense que je n'ai jamais vu un mécanisme d'équipe distribuée qui marche réellement. Je pense que tu as directement des phénomènes de tribus et des phénomènes de us versus them qui apparaissent instantanément. Donc, les boîtes qui fonctionnent sont les boîtes où on est capable de mettre, dans la mesure du possible, tout le monde dans le même building, d'avoir ces gens qui mangent ensemble, qui discutent ensemble, qui se comprennent. Je pense que c'est une nécessité. Donc dans ce contexte-là, avoir la moitié d'une équipe qui travaille à la maison et qui vient toutes les 2 semaines, je pense que pour la technologie, ce n'est pas quelque chose qui marche très bien. Évidemment, si un ingénieur, pour une raison quelconque, décide de passer une journée à travailler à la maison, c'est un détail. Mais je pense réellement qu'avoir une équipe où tout le monde est dans le même building, c'est la différence du monde. De toute façon, en plus, on sait maintenant que les gens qui travaillaient de chez eux avaient un VPN, un réseau privé virtuel sécurisé pour les données de l'entreprise. Alors quand une entreprise a ça, elle maintient des logs, des enregistrements du trafic, des moments de connexion, etc. Et donc Marissa Meyer, qui vient de Google, qui adore les chiffres, elle a demandé les chiffres du VPN. Et, il y avait des gens qui ne travaillaient pas énormément. Une majorité qui ne travaillait pas énormément. Bon, c'est la rumeur de Jean-Louis. Il y a une autre histoire de VPN qui était chez lui. On avait un réseau centralisé et on était curieux comme ingénieur d'avoir une idée du niveau de travail que produisaient les autres ingénieurs. Donc on avait écrit ce petit hack qui était très amusant, qui était capable de voir quelles images étaient downloadées de la web en temps réel. On avait un screensaver, en gros, qui mettait au hasard les images qui étaient downloadées par d'autres ingénieurs. Ce qui était, après 6 heures du soir, c'était, je pense que tu as... C'était éducatif. Tu nous as forcé à déconnecter ça. Je me souviens d'un ingénieur. Oh non, pas la peine. C'est pas dangereux de la cigarette quand même. Je vais te livrer dans quelques instants aux questions de l'auditoire. Dans 5 ans, tu te retournes sur ce que tu as fait chez Yahoo. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire? Je pense que ce que j'aimerais pouvoir dire est de dire que j'ai transformé Yahoo pour que Yahoo devienne spécialiste de ce que j'appelle une grande intérêt. Donc je pense qu'être capable d'être la compagnie qui est capable de définir le mieux au monde ce qui est intéressant pour toi spécifiquement dans un certain contexte est la mission de compagnie. Écoute, merci beaucoup. Merci de te prêter gracieusement à une combinaison de questions et d'histoires de régiment, comme on dit.
Et on en aurait pas mal compte tenu des années qu'on a J'ai passées. une petite histoire quand même, si c'était une minute. La dernière fois que j'ai assisté à ton anniversaire, était, je pense, en 92. On avait bu un petit peu de vin et j'ai pris ma moto, je roulais à moto à l'époque. J'ai décidé de retourner à la maison, devant la 237. Une voiture a décidé de tourner en face de moi et je me suis retrouvé dans la collision de motocyclistes à 60 miles à l'heure sur l'autoroute, sans moto en dessous de moi. Donc ça c'est mon souvenir d'un de tes anniversaires. J'ai rien eu, je vais beaucoup. Aujourd'hui, tu roules dans une Pathfinder toute neuve, enfin presque neuve. Ouais, j'ai deux voitures. J'ai un Pathfinder que j'avais déjà chez lui. Ah oui, puis tu as J'ai acheté une petite Subaru B que j'ai vu, une 86. Là. Qui est un autre événement de midlife crisis. De faire des choses comme ça tous les 5 ou 10 ans. Mais j'ai un Pathfinder que j'avais déjà chez lui, qui a bientôt avoir 200 000 miles. J'ai jamais eu de Presque neuve, presque neuve, quelques grilles. Et puis j'ai acheté une voiture qui consomme moins d'essence. C'est comme ça que C'est quelque chose qui est vendu à ma femme. Chérie, regarde l'argent qu'on va économiser si j'achète ce bateau de sport. Oui. J'ai une question par rapport au commentaire à la fin qui disait que tu voudrais donner la meilleure expérience ou le meilleur contenu aux utilisateurs. La nouvelle page Yahoo, en fait l'expérience que j'en ai après quelques jours, c'est que les informations qui sont dans le newsfeed, je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles me paraissent complètement inutiles par rapport à mes besoins. Alors qu'avant c'était plus sérieux, plus mainstream. Là j'ai l'impression que ça parle plus des chiens écrasés et des choses comme ça qu'autre chose. Alors je ne sais pas, c'est peut-être mon profil qui est mal renseigné, mais est-ce que tu peux commenter par rapport à ça? Il y a deux aspects. Si tu regardes la homepage de Yahoo, il y a les images au-dessus qui est éditorial, mais qui n'est pas contrôlé par ton profil et qui a tendance à contenir des chiens écrasés, et des sinkholes en Floride et des machins comme ça. Huffington Post. Ouais. Et puis ce qui est en dessous de ça est quelque chose qui est sélectionné par ton profil. Ce que tu peux faire, c'est dire si on ne veut plus voir ce genre de contenu. Et pour l'instant, il y a un petit peu de personnalisation qui doit être faite pour réussir à avoir un bon niveau. Mais si je sais que 3 fois j'ai dit je ne suis pas intéressé par le sport, je ne vois plus d'articles de sport. Ça a l'air de marcher pas mal de mon côté. C'est certainement pas parfait. C'est-à-dire faire de la personnalisation et être capable de réellement trouver ce qui est intéressant pour toi. Je pense qu'une des questions, c'est le volume de données qu'on est capable de passer à travers ce filtre qui est adapté à tes intérêts. De toute façon, tu peux lui écrire à bshillings@gmail.com. Gmail. Non, mais c'est quelque chose d'éternel, c'est jamais fini. Ce que les gens veulent, c'est quelqu'un qui te connaît personnellement et qui soit capable réellement de choisir. Est-ce qu'il ne doit pas y avoir de travail qualifié? Comment est-ce qu'on s'est dit servir au mieux les intérêts de la personne et qui ne va pas toucher à ça? Comment répondre à celle-là? Il y a une première vue qui est de dire que, en gros, chaque génération est victime de l'évolution technologique. Donc je pense que quand on regarde l'évolution, en gros, où l'individu doit être un peu plus prudent quant à ce qu'il révèle vis-à-vis de lui-même, mais quelque chose qui n'a pas été entièrement compris par une génération, qui est la génération plus jeune que moi, qui vont payer un prix pour ça. Je pense que ce sera inévitable, que ce soit ce qu'on met sur Yahoo, ce qu'on mettait sur Usenet il y a une vingtaine d'années, ce sont des choses qui continuent à suivre une personne. Donc je pense qu'il y a une évolution de société où les gens apprennent progressivement ce qu'ils veulent réellement exprimer vis-à-vis de leur personne, vis-à-vis de ce qui est réellement intéressant pour eux. Donc je pense qu'il y a un petit peu un apprentissage de ce point de vue-là. L'autre aspect qui est mon intérêt ou un de mes intérêts est de dire que le téléphone lui-même, par exemple, ou le PC lui-même, peut devenir le filtre. Donc au lieu de compter sur un Google ou compter sur un Facebook pour garder les données et ne jamais abuser ces données, il y a peut-être quelque chose d'utopique. Peut-être qu'il y a un rôle où le device devient bien plus ce filtre qui décide pour toi ce qui est intéressant et ce qui n'est pas. C'est une autre version de traiter. Mais je pense qu'il y a un apprentissage. Comme tout outil, il y aura des victimes, des gens qui ne seront pas prudents quant à la manière de lire ces informations.
Vie privée, d'un autre côté, c'est intéressant d'essayer de retirer son adresse d'Internet. Je pense qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de défendre les informations de base sur sa propre famille, ou l'endroit où on habite, ou le niveau de salaire. C'est quelque chose qui maintenant fait partie de la réalité. Est-ce que la base de données de Yahoo n'est pas en fait presque un handicap? Parce que vu que pour le portail était complètement obsolète, c'était presque un accès annuel. Mais en fait, tout ce que les gens font sur Internet pour aller chercher des informations, etc., le font partie de page. Donc est-ce que la database en fait, de ton activité sur Yahoo n'est pas complètement dénaturée? Je pense que selon moi, le mobile est particulièrement intéressant. Parce que je pense effectivement que si je dis Yahoo Group, la majorité des gens vont le faire à travers email. Donc comment est-ce qu'on ramène les gens à utiliser une application qui est capable de montrer quelque chose qui est plus spécifique à Yahoo? Je pense que faire ça purement sur la web est difficile, les gens ont leurs habitudes. D'un autre côté, c'est l'aspect où écrire ces applications pour le mobile, et c'est faire ça très très bien, est une manière de transformer le reste de Yahoo. Je pense que ce rôle du mobile, d'écrire ces applications mobiles qui accèdent à ces données que les gens accèdent déjà sur Yahoo, est une manière de vraiment penser à la manière dont Yahoo fonctionne. D'un autre côté pratique, je pense qu'il y a des questions d'infrastructure. Donc, une infrastructure donnée est quelque chose qui doit continuellement changer en fonction des besoins. C'est quelque chose que Yahoo fait ça. Yahoo a traversé des moments difficiles. Donc une question évidente, je peux demander le niveau de talent qui reste dans cette compagnie-là. Et toi, qui fais partie donc d'une vague nouvelle qui est censée réénergiser la compagnie et puis en faire une compagnie dont on sache. Comment penses-tu de ce qui reste à Yahoo et tu es optimiste? Je pense que c'est extraordinaire. Je pense que le degré d'expérience des ingénieurs chez Yahoo est quelque chose que je n'ai vu nulle part ailleurs. Je pense que le fait que la société soit passée à travers l'enfer est une très bonne chose. Quelque chose qui rend un petit peu plus pragmatique. Quand j'ai une compagnie qui a toujours du succès, de confondre ce que la compagnie fait avec le succès. Ce qui peut amener à des illusions vis-à-vis de la réalité. Je pense que Yahoo est une compagnie qui se porte bien et qui est également passée à travers un nombre d'échecs et qui a un sens du danger. Si tu ne fais pas le bon produit, vraiment, le précipice n'est pas très très grand. Je pense que combiner d'excellents ingénieurs, combiner des architectes qui, à mon avis, sont vraiment parmi les meilleurs de l'industrie, avoir une certaine maturité dans le design et l'architecture basée sur l'expérience, sont des choses qui réellement rendent cette compagnie formidable. Je pense qu'avoir Marissa qui vient au sommet de tout ça et qui a poussé une quantité d'énergie extraordinaire dans la compagnie, vraiment donne à cette compagnie un nouveau souffle. Le degré d'enthousiasme à l'intérieur de la compagnie est également extraordinaire. Je ne sais pas combien de personnes ont disparu dans la dernière année. Je n'ai jamais compté réellement pour voir dans quelle mesure il y a eu un renouveau qui n'était pas purement lié à un nouveau produit, de nouvelles idées, mais l'énergie à l'intérieur de cette société est vraiment spectaculaire. C'est un peu le genre de question en fait. Et tu penses que c'est parce que Yahoo a vu une tellement mauvaise image récemment que les chasseurs de tête allaient même plus chez les bons là-bas non, je pose la question parce que je suis toujours curieux dans une grosse organisation, de comment est-ce qu'on peut justement changer la culture ou... C'est compliqué, mais ce que tu as à dire, c'est qu'en fait, il y avait plein de gens très bons. Elle a dit qu'il y avait des centaines de Johnny Hive à l'intérieur de la boîte. Ouais, je n'étais pas chez Yahoo avant Marissa, donc c'est un petit peu difficile pour moi de comparer. Ouais. Je pense qu'il y a des processus pratiques qui remettent de l'énergie dans une compagnie. Par exemple, avoir un bon mécanisme de douleur, plaisir dans les employés est une méthode pratique pour encourager la compagnie. Mais je pense que le plus important est que Marissa
Melissa a réussi à remettre de la foi dans la compagnie. Je pense que précédemment, la compagnie était dans une position où il savait que ça allait mal se passer, mais qu'en gros, il y avait pendant encore 3 ans qu'il était confortable. Je pense que Melissa est vraiment venue et a donné une ambition et un but à la compagnie. Un exemple qui est intéressant, je pense que quand Steve Jobs était retourné chez Apple, il y avait Michael Dell qui avait expliqué que Apple devrait, tout le monde devrait retourner à la maison et rendre l'argent aux actionnaires. Et je pense que Steve Jobs a dit que Michael Dell avait absolument raison, mais que Apple avait une mission, que de faire des produits que les gens aiment. Il a réussi, dans le cas de Apple, à créer une mission et créer une fierté face à la compagnie. Je vois la même chose dans le contexte de Yahoo. Il y a vraiment une ambition qui est de montrer que même s'il y a eu une période qui était un petit peu difficile, c'est vraiment une compagnie qui a des atouts et une couverture dans les intérêts et dans les produits qu'on fournit qui est inégalée. C'est le goût de la bataille au bout du compte. C'est trouver les gens qui aiment bien la bataille et qui veulent participer. Bonsoir. Étant donné l'importance que prend de nos jours tout ce qui est support multimédia, images, vidéos, quand on voit par exemple l'utilisation explosive de Snapchat récemment, pour prendre un exemple concret, quelle est la vision de Yahoo ou l'effort soit en recherche et développement ou soit en ingénierie par exemple pour la personnalisation, par exemple, l'utilisation des métadonnées, des images ou des supports comme les vidéos? Est-ce qu'il y a je ne suis pas sûr que je peux parler vraiment pour Yahoo sur ce point, parce que c'est un petit peu en dehors de mon domaine. De l'autre côté, on vient de ressortir une nouvelle version de Flickr, qui vient d'avoir eu beaucoup de succès. Ma vue abstraite sur le problème est que toutes les données qu'un utilisateur accède ou met sur Yahoo est quelque chose qui doit participer à la création du profil de la personne. Je pense que morceler l'information en disant ça c'est des nouvelles, ça c'est des photos, ça c'est les groupes, ça c'est Messenger, est un modèle où au bout du compte chaque domaine se fait tuer par un startup. Donc je pense que Yahoo doit être capable de prendre toutes ces sources de données, utiliser ça pour agréger un bon profil pour l'utilisateur et être capable de reprojeter ce qui est filtré par ce profil vers les différentes applications. C'est un des aspects indispensables. Photo, sur ce point, c'est intéressant de voir à quel point même sur d'autres produits, que ce soit Facebook ou autre, que dans une grande mesure aujourd'hui la communication n'est plus tellement à travers du texte, mais à travers des photos. Et ça devient vraiment le mode favori de communication entre humains. Si Sergey vient te revoir demain, demande de quitter Yahoo, te donne 100 millions, tu crées ta propre structure, que ferais-tu? Non, je ne le ferai pas maintenant parce que sinon Jean-Louis va me dire m'intéresser pendant 3 mois. Mais qu'est-ce que je ferais? Il y a un domaine qui à mon avis est intéressant. J'aime bien ennuyer mes amis chez Apple en leur demandant si c'est ce que Apple fait comme produit suivant. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, qui était tout ce qui était réalité immersive. Il y a eu des expériences dans les années 90, il y avait VPL Research, etc. Toutes ces technologies, la technologie n'était pas au point. L'idée était intéressante de créer ce mécanisme immersif de réalité. Je pense que la technologie arrive presque au point où c'est faisable. Il y a peut-être encore 2 ou 3 ans qui sont nécessaires d'un point de vue écran, optique, etc. pour réussir à faire quelque chose. Mais je pense que c'est une manière de révolutionner les médias. En gros, il y a moyen vraiment de faire des films ou des photos qui soient immersifs quant à la perception. Ce qui est une manière de refaire tous les films qui jamais existé. Donc, ça serait quelque chose qui serait intéressant. C'est faire quelque chose qui réellement change la manière dont une personne peut être immergée dans le milieu. As-tu commandé ta paire de Google Glass? Je les ai essayés quelques fois. Pour une raison quelconque, avec mes lunettes, je n'arrive pas à faire une vidéo. C'est un détail. Mais c'est différent. Je pense que Google Glass, c'est beaucoup plus l'idée de augmented reality. Dans ce contexte, quelles sont les informations qui peuvent être utiles? Je suis plus intéressé par l'aspect plus extrême qui est de dire je regarde Avatar ou autre film, je peux regarder ce film de manière totalement immersive. Je pense que la première compagnie qui sera capable de faire ça correctement, que ce soit dans le point de vue ergonomie, qualité, mal de mer, etc., est une compagnie qui va réinventer le média, va réinventer le film. Et une fois de plus, il faut peut-être encore quelques années que la technologie soit vraiment là.
ce serait quelque chose. Je ne pense pas que 100 millions soit suffisant. Oui, bon, bah, tu as été capable de faire baisser les prix, tu peux négocier. Visiblement, tu sais négocier. Est-ce qu'on peut nous donner une idée d'une façon de faire du business via Yahoo qui serait considéré à la fois vraiment l'intérêt de l'utilisateur à un modèle économique finalement qui serait vraiment au service de l'utilisateur? Parce qu'on a soit du matraquage publicitaire maladroit pour essayer de rémunérer quelque chose. Finalement, on a l'impression que ça ne s'intéresse pas plus au contenu de ça, mais juste à faire du profiling pour pousser des choses dont on n'a pas forcément. Est-ce qu'il y a un modèle économique qui semble pertinent dans le business? Spécifiquement, si je regarde par exemple quelque chose comme Google Maps, c'est un modèle qui est intéressant. Parce que Google Maps, en gros, donne une valeur à l'utilisateur. Les suggestions sur une carte ne sont pas quelque chose qui rajoute trop de bruit à l'information, mais qui en même temps est utile et qui est capable et qui peut être monétisé. Donc c'est plus ma vue, qui est trouver des informations qui soient utiles, mais dans le contexte de ces informations utiles, certaines ont une relation commerciale. Parce que c'est pour moi la manière de faire. Eric. Benoît. Dans toutes les différentes étapes que tu as eues, il y a systématiquement une immense culture technologique, une forte conscience de ce qu'est un produit, la demande de l'utilisateur, beaucoup de côté visionnaire, à anticiper quelle est la future tendance. Ça semble être tous les ingrédients d'un entrepreneur. Pourquoi jusqu'à présent ça n'a jamais été fait? Est-ce que ça t'a déjà titillé? Et si pas encore, qu'est-ce qui pourrait faire qu'à l'avenir ça puisse te titiller? Ah, mais oui. Moi, je peux peut-être répondre parce que je connais un peu de moi. D'accord. Pour être entrepreneur, il faut quand même être un tout petit peu délinquant. La frontière, sérieusement, il faut vouloir violer des règles. Parce que si on veut, parce qu'à moins d'avoir 200 millions de dollars pour entrer dans un marché qui est déjà occupé par d'autres, il faut trouver une règle qu'on va casser. Il y a un côté un petit peu, on dit que la frontière entre les petits délinquants et l'entrepreneur, c'est assez... il y a un côté de vouloir contrevenir, pour parler plus poliment, de vouloir contrevenir à des règles établies. Et ça, il y a des gens qui veulent le faire du côté technique, de trouver, d'inventer, et il y en a qui veulent le faire du côté des affaires, c'est-à-dire de déplacer de l'argent qui va d'un endroit vers un autre. Parce qu'à un moment donné, il y a de l'argent qui va là, il faut changer la destination du tuyau. Et ça demande, c'est une personnalité. C'est possible, et ça m'arrivera peut-être encore, c'est pas totalement impossible. Je pense que mon ambition en général est de faire de la technologie intéressante. C'est ce qui me satisfait. Je veux dire, c'est peut-être un esprit de hacking, mais je trouve que prendre des morceaux technologiques, et il y a toujours une relation entre les affaires et la technologie, mais trouver de nouvelles manières d'exploiter la technologie pour créer quelque chose de neuf, est ce qui me donne vraiment de la satisfaction. L'aspect business, j'ai vu suffisamment d'entrepreneurs et c'est pas évident que c'est spécialement la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai été jusqu'au point où passer un tiers de ma vie dans les avions. C'est amusant pendant un certain temps, mais au bout du compte, je voyais ça comme quelque chose qui n'était pas fondamentalement ce que je veux faire. Je pense que fabriquer quelque chose, assembler quelque chose, l'aspect, d'une certaine manière, pervertir la manière dont du hardware ou du software est capable de fonctionner, c'est vraiment ce qui me donne la satisfaction. Est-ce que Facebook, de par ton expérience, est une société que tu qualifierais de foncièrement honnête, éthique, sa façon de marketer son offre? Je ne connais pas tous les aspects de Facebook. Ce que je peux dire qui est peut-être intéressant, et il y a d'autres personnes de Facebook, mais je pense que Mark Zuckerberg est une personne extraordinaire. Je pense que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans l'industrie, c'est vraiment une des personnes qui est la plus claire dans ses objectifs et dans ses intérêts. Donc, c'est ce que je peux dire. Je pense qu'il y a une mission sacrée dans l'esprit de Zuckerberg qui est extraordinaire. Et je pense
pense que de ce point de vue-là, il y a un respect qui est à la base de ce qu'il fait. Dans la société dont tu as parlé autant au niveau infrastructure qu'au niveau utilisateur, il y en a une, ça m'a frappé, qui n'a pas fonctionné à chaque fois. Tu as parlé de Google, tu as parlé de Facebook, tu as parlé de Yahoo, tu as parlé d'Apple, Microsoft, tu n'as jamais mentionné Amazon. Probablement parce que je connais moins Amazon. J'ai également l'impression qu'Amazon est plus une société. Bon, quand je regarde Amazon, juste ou pas, mon impression c'est qu'Amazon a la mission dans le monde de te vendre tout ce dont tu as besoin, dont tu n'as pas besoin aujourd'hui. En gros, c'est ma vue d'Amazon. Si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, tu l'achètes sur Amazon parce que c'est un meilleur mécanisme. Donc, j'ai plus l'impression que c'est une société qui est liée autour de l'aspect business ou dynamique de vente et ces aspects-là qu'une compagnie de technologie. Je regarde Apple, je regarde Facebook, je regarde Yahoo, je regarde Google, ce sont des sociétés qui ont des racines à mes yeux qui sont profondes d'un point de vue technologique. Il y a peut-être plus d'affinité à ce point de vue. Oui, pardon, tu nous expliquais tout à l'heure qu'à un moment donné, dans ta carrière, tu as considéré Facebook et Google, pour expliquer les raisons pour lesquelles tu es allé à Facebook. Et un petit peu similaire à cette question. Et Apple, donc ça. À ce moment-là, Apple est encore une compagnie qui ne descendait pas $100 par semaine. Moi, je veux dire, est-ce que ça t'intriguait pas d'y aller? J'ai presque travaillé pour Apple 4 fois, je crois. 5 fois. La première fois, c'était quand Qtro GX a été développé, avec Mike Reed et compagnie, où j'avais écrit une nouvelle version de Qtro qui était plus rapide. Donc, je me suis trouvé face aux ingénieurs de Apple et on a monté les cycles pour voir qui était plus rapide. Et ils m'ont demandé si j'étais intéressé, puis ça s'est passé. La deuxième fois, qui était en direct, j'ai discuté avec Jean-Marie Hulot, la personne qui a fait Interface Builder pour Next. J'étais censé rencontrer Jobs à Paris. J'avais une nouvelle petite copine, c'était Jobs, petite copine. C'est une recette. Comme quoi les tournants comprennent. Puis j'ai presque travaillé chez Apple quand j'ai travaillé chez lui. Et puis j'ai été très près de diriger l'équipe technique en travaillant pour Tony Fadell. Et puis pour des raisons multiples, c'est quelque chose que je peux faire. Pour une raison quelconque, j'ai continuellement eu cette intersection avec Apple, mais ça ne s'est jamais passé. Probablement. À distance. Au jour le jour, vous écrivez encore du code? Ah oui, tout à fait. Ça fait partie de mes objectifs trimestriels. Donc c'est un petit peu difficile parce que c'est difficile d'écrire du code pendant 1 heure. Très souvent dans mon travail à Yahoo, j'ai des réunions à gauche et à droite sur que ce soit le comité de compensation ou Architecture Committee, etc. Donc je vois que mon temps a tendance à être morcelé et c'est difficile de trouver suffisamment de temps pour que ça vaille vraiment la peine de travailler. Donc, la semaine dernière, par exemple, j'ai réussi à disparaître pendant 2 jours. J'étais caché dans des salles de réunion dans un autre building. Il y avait une personne qui savait où j'étais et j'ai réussi à passer 2 jours complets à écrire du code. Ce qui est un autre univers. Pour moi, écrire du code est un univers qui est extrêmement calme. C'est vraiment un plaisir, c'est une bulle interne, c'est vraiment se concentrer sur un problème et les autres disparaissent. J'écris également du code pour mon plaisir. J'écris toujours quelques projets qui correspondent à des intérêts personnels et j'écris du code. Aujourd'hui soir, quand toute la famille est au lit, je démarre Visual Studio ou d'autres outils et j'écris du code. Donc j'ai arrêté d'écrire du code, comme je l'ai dit, pendant quelques années. C'est vraiment pas quelque chose que je veux nouveau faire, parce que c'est extrêmement difficile de réellement recommencer. C'était vraiment une torture mentale de se remettre dans ce mode d'écrire du code. Maintenant, je vais essayer de garder une routine de quoi que je fasse, continuer d'écrire du code. Pour répondre à la question du startup, je pense que si je voulais faire mon propre projet, ce serait pour moi la manière dont je le ferais. J'avais 2 autres personnes et puis j'ai pu trouver un entrepreneur qui est plus quelqu'un pour lever l'argent. Quelqu'un pour lever l'argent, c'est ça l'entrepreneur. Quelqu'un qui force à dire le produit est prêt. C'est ce genre d'aspect qui fait la différence entre l'expérience et un produit.
Alors on va terminer sur une question. Est-ce que tu te souviens de la façon dont Martin Schaeffer, dont on a parlé au début, téléphonait depuis Bruxelles? Martin est une personne un petit peu particulière. C'est une personne qui n'avait pas vraiment d'éducation particulière pour utiliser le software, mais qui a réussi juste par pure passion à écrire des produits pour le Macintosh qui était réellement intéressant. C'est la première personne, par exemple, qui a fait un produit crédible pour tout ce qui était sécurité sur le Macintosh époque pré-NEXT, dans les années 90. De l'autre côté, il avait une terrible habitude de faire de l'argent qu'il gagnait, ce qui limitait son train de vie. Il avait trouvé ces solutions élégantes pour discuter avec Jean-Louis ou d'autres personnes, d'utiliser le téléphone d'urgence de l'ascenseur. Ce qui a marché bien, mais étant donné qu'il n'y avait que 3 locataires dans son appart, dans son building, et qu'il était la seule personne qui avait de voyager à l'étranger, il a eu un beau jour une lettre recommandée qui lui a détaillé le coût de ses appels téléphoniques, ce qui a probablement réduit son En fait, c'était un téléphone d'urgence qu'on décrochait. Il n'y a pas de cadran. Et il arrivait à nous appeler. Il avait les vieux, tous les standards téléphoniques jusqu'à l'époque récente étaient capables de faire du numérique, mais aussi capables de faire les... Donc il faisait avec la fourche de l'école. Il nous appelait comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. De ton passage, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que je peux faire ça dans un télescope. C'est un très bon moment. Merci beaucoup. C'est mieux que rien. Mais Helga, elle a compris toutes les choses. Non. Yeah. Ah ben c'est dommage, j'ai raté de la coupure du gâteau. C'est régalé ton mari. C'était régalé. C'est régalé. Et tu fais la carte, tu regardes. Ah oui, bien sûr. Fancy. You know the real truth is, when I applied to law school, my advisor said, you just apply to all the top schools, go down the pecking order, and the best school you get into on the food chain, the pecking order, you go into that. That was the best time of my life. You know, I find that extraordinary because you had a network at Harvard, and well, I don't like agents.
Yes, I'm not physically attracted. Come on! C'était très bien. Et donc c'est là où les équipes. Ouais, comme d'habitude, il y a une série de choses que j'aurais aimé dire.